nous sommes là face à un monde fascinant, un monde où tout semble possible, et dans la playlist La Grande Mutation de cette chaîne Le Monde est Stone, nous allons regarder ensemble les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les changements sociétaux et tout ce qui constitue ce nouveau monde extraordinaire, à la fois inquiétant, mais aussi fascinant et plein d'opportunités à travers lequel j'espère vous aider à naviguer. Nous sommes en train de changer de civilisation et c'est seulement la 3e fois dans l'histoire humaine. Il y a à peu près 8000 ans, nous sommes passés du statut de chasseurs-cueilleurs vivant dans des grottes au statut des premiers paysans vivant dans les premières villes. Puis, il y a 300-400 ans, nous avons commencé à développer la civilisation industrielle moderne. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, nous passons du monde moderne, de cette civilisation industrielle, au monde digital, au monde numérique. C'est pas un petit changement comme on le fait à l'intérieur d'un cycle, vous savez qu'on appelle des cycles de Schumpeter, quand on passe par exemple de la machine à vapeur au moteur à essence, et du moteur à essence ensuite au moteur à réaction des avions. Non. C'est un changement aussi profond que celui de passage de l'ère agraire des paysans au monde industriel. Et ce changement-là, eh bien, le monde autour de nous, il le rend, ce monde, extrêmement volatile, incertain, complexe et ambigu. On parle d'un monde VUCA en français, ou VUCA en anglais, pour volatile, uncertain, complexe et ambigu. Et alors, pourquoi ce monde est VUCA? C'est la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Eh bien, tenez-vous bien, à cause de nous-mêmes, oui. Chaque fois que vous envoyez un email, que vous postez sur Facebook ou que vous êtes dans une boucle WhatsApp, vous contribuez à changer de civilisation. Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir dans la fameuse pièce de Molière. Vous contribuez à changer de civilisation sans le savoir. Pourquoi? Eh bien, j'ai eu la chance d'être élève du prix Nobel Ilya Prigogine qui m'avait dit il y a 25 ans « Jean, vous verrez, dans 25 ans, mes idées s'appliqueront beaucoup plus qu'aujourd'hui. » Parce que ce qu'il expliquait, c'est que plus il y a d'interactions entre les membres d'un système, plus ce système est complexe, et plus il est complexe, plus il est instable, à la hausse comme à la baisse, pour le bien comme pour le mal, pour les crises comme pour les opportunités. Mais c'est là d'où vient ce monde VUCA, complexe, ambigu, incertain. Pourquoi? Eh bien justement parce que depuis 20 ans, les interactions entre nous ont augmenté d'un facteur 1000. Par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire des chaînes de télévision en temps réel, par l'intermédiaire de l'Internet. Et plus il y a d'interactions entre nous, plus le monde est instable, à la hausse comme à la baisse. Donc la première idée, c'est que en fait, c'est nous-mêmes qui avons créé l'instabilité que nous voyons autour de nous, et cette instabilité, sauf guerre thermonucléaire globale qui n'est pas souhaitable, ne peut qu'être appelée à se développer. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit partout autour de nous. On le voit quand on voit par exemple que nous avons eu un prix du pétrole qui était négatif. Ah, ça n'a duré qu'une seule journée, évidemment. Mais pendant une journée, le prix du pétrole était négatif. C'est-à-dire que si vous allez arriver avec un camion citerne vide, on vous donnait le pétrole gratuitement et on vous donnait un chèque pour vous remercier d'avoir emporté le pétrole. Évidemment, le pétrole est remonté après beaucoup. Bon. Mais on n'a jamais vu un prix négatif pour quelque chose d'essentiel comme le pétrole à une civilisation dans l'histoire humaine. Pendant 2 ans, la France a emprunté à un taux négatif. C'est-à-dire que quand la France empruntait 1 milliard, eh ben on lui donnait chaque année 1 million d'euros ou 2 millions d'euros pour la remercier d'avoir emprunté 1 milliard. Pas mal, hein? Ah, évidemment, depuis, les taux d'intérêt ont explosé aussi. Parce que justement, le monde est comme ça. Le monde est volatile. Le prix de l'électricité augmente. Oui, mais il va s'effondrer. Les taux d'intérêt augmentent. Oui, mais ils vont s'effondrer un jour. Moi, je pensais jamais, après 2016, que je reverrais le prix du pétrole à moins de $30. Et 4 ans après, en 2020, comme je viens de vous l'expliquer, je l'ai vu à moins $37. Pas à $30, à moins 37. Donc, vous voyez, donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui, auquel nous devons déjà nous préparer, puisqu'il est déjà là. Mais ce monde, il faut essayer de le creuser un peu dans ses racines. Donc, en dehors des réseaux sociaux, qu'est-ce qui est important dans ce monde? Eh bien, évidemment,
L'autre grande révolution dont nous parlerons ici, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va reformater nos vies de façon incroyable. C'est juste le début, donc on ne sait pas encore jusqu'où elle va aller. On ne sait pas encore quel est son potentiel exact. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais une chose est sûre, nous aurons des intelligences artificielles qui seront notre double numérique. Je veux dire par là que c'est un peu comme un Siri, c'est un peu comme un Alexa, mais très amélioré, qui soit capable de nous comprendre, qui soit en fait spécifique à nous, parce qu'il sera entraîné par une discussion avec nous, et donc en fait il ne marchera pas avec, il ne sera pas pareil aussi performant avec votre épouse, vos amis, etc. Vous voyez, ce sera votre double numérique. Et ce double numérique, eh bien, le risque, c'est que même s'il n'est pas conscient, il prenne de l'influence sur nous. Ils prennent de l'influence sur nous dans le sens que nous aurons tellement confiance en lui que nous lui ferons confiance pour prendre nos décisions quotidiennes, acheter tel plat, aller manger en tel magasin, regarder tel film, mais aussi des décisions plus importantes, voire essentielles de notre vie. Donc là, il y a à la fois un outil extraordinaire qui va augmenter notre créativité et qui va nous permettre d'avoir une vie beaucoup plus facile, mais il y a aussi bien sûr un risque de perdre notre autonomie. L'intelligence artificielle, c'est, comme je viens de vous dire, là aussi, ce nouveau monde est plein d'opportunités, donc c'est pour le pire comme pour le meilleur. Et alors pourquoi il y a tellement d'opportunités en dehors de l'intelligence artificielle? Eh bien, parce que dans l'humanité, il y avait deux grands facteurs bloquants, qui ont toujours bloqué tout le monde. C'est l'éducation et l'argent. L'éducation, eh bien, il fallait pouvoir aller à l'école. Déjà, les livres étaient très rares, avant l'invention de l'imprimerie et même après. Et puis, aujourd'hui, pour aller à Harvard, pour aller à Stanford, Berkeley, les grandes universités mondiales, c'est 50 000 $ par an, plus le logement et la nourriture de l'étudiant. Donc, il y a des familles qui s'endettent à vie pour que leurs étudiants puissent faire cela. Et puis, il n'y a que 10 000 étudiants à Harvard ou à Stanford. Donc, c'est un prix énorme. On peut avoir des bourses, bien sûr, pour les plus doués, mais c'est très, très limité. Sauf que maintenant, vous avez quelque chose comme Coursera. Coursera vous diffuse pour quelques centaines de dollars tous les cours, tous, de Harvard, de Stanford, de Berkeley, etc. Et les met à portée de plus de 80 millions d'utilisateurs, dont la moitié n'ont que 18 ans et n'auraient même pas l'âge d'aller à Harvard et à Stanford. Alors évidemment, c'est pas pareil que d'être étudiant là-bas, de discuter avec les profs, d'avoir la stimulation de discuter avec d'autres étudiants. Mais l'idée générale, c'est que la connaissance est à la portée de tous. Et ça, c'est une première dans l'histoire humaine. D'ailleurs, ça fait des choses aussi bizarres qu'un certain Peter Thiel, milliardaire américain très libertarien et assez original, qui a fondé PayPal avec Elon Musk, il a inventé, tenez-vous bien, la bourse anti-études. Il va dans une grande université comme Stanford ou Berkeley, et il dit, voilà, je donne 100 000 $ au premier d'entre vous qui se lève et qui quitte à jamais cette université. Et chaque année, il y a une promotion de Peter Thiel, des 20 étudiants qui se sont levés dans les 20 plus grandes universités américaines, qui ont accepté les 100 000 $ et qui sont encadrés par ces équipes, voyez-vous. Et ça, c'est la première bourse anti-études, comme je vous le disais, et c'est le signe, non, c'est excessif, mais c'est le signe de quelque chose de radicalement nouveau. Le raisonnement de Peter Thiel étant, si vous êtes vraiment brillant, ne perdez pas le temps à faire des études, parce que de toute façon, la connaissance est à la portée de tous, et elle est gratuite ou quasiment gratuite. Par contre, il faut être encadré. D'où l'idée d'encadrer les gens de la fameuse promotion de Peter Thiel, de les encadrer, il faut les encadrer, il faut les aider, il faut les nourrir intellectuellement, il faut leur donner des idées, savoir chercher l'information sur Internet, etc. Dans ce cadre, vous avez les écoles 42, dupliquées au Maroc sur le nom d'école 1337, qui sont des écoles sans professeurs, sans diplôme et sans programme. Alors comment ça se passe? Vous avez des coachs. Les anciens profs sont devenus des coachs. Ils coachent les élèves du genre, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah ben moi je voudrais faire concevoir des jeux vidéo. Ben voilà, alors tu vas aller là, on se revoit dans 15 jours et tu me diras qu'est-ce que tu as appris. Et l'étudiant revient et ah ben écoute, maintenant lui dit le coach, tu vas trouver d'autres étudiants qui s'intéressent à faire de jeux vidéo et vous allez faire un premier projet que d'autres étudiants vont corriger. Pas le ex-prof devenu coach. Et après, seulement, on se soumet au coach qui donne des conseils, etc. Oui. Donc ça, c'était, quand on a fait 21 projets, ben, on quitte l'école, on n'a pas de diplôme, mais on trouve en général tout de suite un job. Donc ça, c'est des nouvelles formes d'éducation qui sont radicalement nouvelles
et qui correspondent justement à ce monde. C'est ce que dit le fondateur de l'école 42, dire, c'est que l'éducation classique est formidable pour le monde moderne industriel, mais pas du tout adaptée à un monde qui a besoin de créativité comme le monde numérique et digital. Et donc, à partir de cela, vous avez le premier facteur qui saute, vous avez la possibilité d'avoir au fin fond de la Sierra Leone, par exemple, quelqu'un comme Kevin Doe, que j'ai rencontré, qui a appris à faire des batteries pour éclairer son village et donner de l'électricité pour recharger leur smartphone, avec des batteries faites avec des déchets métalliques. Il a appris à transformer, à faire avec des déchets électroniques un poste de radio pour porter la voix de son village. Tout ça, bien sûr, sur Internet, au fin fond du Sierra Leone. Il a été invité au MIT, dans le grand centre de la science mondiale, à l'âge de 16 ans, pour expliquer ces techniques. Jordi Munoz était un sans-papier mexicain dans une cave à Los Angeles, mais il était passionné par les drones. Il a mis des plans de cartes de contrôle électronique de drone, qui est le cœur du drone, sur Internet, et voilà, il a trouvé des investisseurs qui ont investi dans sa société alors qu'il était SDF, et aujourd'hui il est chef d'entreprise, une des plus grandes entreprises qui fabrique des drones aux États-Unis. Donc la connaissance est à la portée de tous, et en plus, grâce à Internet, on peut faire connaître ce que l'on fait. Jordi Munoz, Kevin Doe n'avaient aucune chance d'émerger dans le monde de hier. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre facteur bloquant, c'est l'argent, car on ne prête qu'aux riches. C'est bien connu. Et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un grand-oncle qui a de l'argent, vous ne pourrez pas avoir un prêt bancaire quand vous êtes jeune pour fonder votre entreprise, ou ce sera très difficile. Imaginez par exemple 3 jeunes sans un sou qui sortent d'une petite école d'ingénieurs anonyme et qui vont voir un banquier, et ils sont ingénieurs en électronique, et ils disent: monsieur le banquier, on veut vous emprunter 12 millions d'euros. Et pourquoi faire, les gamins, dit le banquier? On veut faire des montres, des montres numériques pour concurrencer Apple et Samsung sur le marché mondial. Explosion de rire du banquier, évidemment. Il va dire: écoutez, allez travailler dans une grande boîte, devenez directeur de recherche de Sony ou d'ailleurs, et dans 30 ans, quand vous aurez un bon business plan, une grande crédibilité, peut-être que mon successeur banquier vous prêtera les 12 millions d'euros. Là, ils ont fait un film marrant, c'est la clé, un film drôle avec une bonne musique. Ils ont fait un prototype. Ils l'ont mis sur un site qui s'appelle Kickstarter.com, et la règle, c'est que si vous n'avez pas suffisamment d'achats au bout de 3 mois pour lancer votre société, on rend l'argent à tout le monde, personne n'a rien gagné, rien perdu. Là, ils ont eu les 12 millions d'euros au bout de 3 mois. Le lendemain, ils avaient 12 millions d'euros sur leur compte en banque, pas besoin d'emprunt bancaire, pas besoin de donner 50% de sa boîte à un business angel. Ils ont créé les montres connectées Peeble, et à un moment, ils étaient 3e du marché mondial, 3 jeunes, sans fortune, sans expérience, derrière Apple et Samsung sur le marché des montres connectées. Ils ont revendu leur société pour 40 millions de dollars. Voilà, ça, c'est des potentialités qu'on n'a jamais vues dans l'espèce humaine. Jamais, 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 tout au long de notre histoire, on a eu cela. Il y a 100 ans, 200 ans, il y a eu une première ouverture. On était un petit artisan quelque part près de Besançon, on faisait des cocottes minutes, et puis on est devenu Monsieur Peugeot, parce qu'on était là au bon moment, et on a vu que la cocotte minute, le cylindre, c'est de la pression aussi, des gaz, etc. Voilà. Donc on pouvait devenir Monsieur Peugeot, Monsieur Renault, alors qu'on était un petit artisan inconnu. C'était la première ouverture. Pendant des siècles, il n'y avait pas d'ouverture. Vous étiez fils de paysan, vous étiez paysan à vie. Il n'y avait pas d'espoir d'ascension sociale. Mais il y a une première ouverture qui correspond à la première grande révolution, la révolution industrielle, et maintenant ça ouvre de partout. Et c'est pour ça que Peter Thiel dit aux gens: allez-y, attendez pas, foncez, quitter l'université. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk et d'autres, beaucoup n'ont pas fini leur thèse et leurs études universitaires, ce qui en est bien la preuve. Donc voilà, moi je vous dis que ce monde est un monde d'opportunités incroyable, où je prévois une avalanche de génie, c'est-à-dire que des équivalents d'Einstein, des équivalents de Mozart, des équivalents de Platon, il y en a eu dans l'histoire humaine qui avaient le potentiel. Mais ils ont passé leur vie à creuser des rizières en Chine, à garder des vaches au Mali, à cueillir des fruits dans la forêt amazonienne, parce qu'ils étaient nés au mauvais endroit, au mauvais moment. Demain,
grâce au fait que l'argent est à la portée de tous grâce au financement collaboratif et que la connaissance est à la portée de tous grâce à Internet, on va avoir une avalanche de génies, tous ces Einstein, tous ces Mozart, tous ces Platon, tous ces Léonard de Vinci, tous ces Rembrandt potentiels, hein, ou tous ces Elon Musk, tous ces Henry Ford, tous ces Thomas Edison, tous ces Nikola Tesla, eh bien, ils auront la possibilité de se réaliser. Voilà pourquoi on va avoir une opportunité incroyable dans l'histoire humaine, mais on va avoir aussi des risques. Parce que la transition, l'humanité ne sait pas le faire de façon soft. Soft, c'est trouver un point d'équilibre comme ça. Nous, on fait ça. Trop de socialisme, trop de libéralisme, trop d'inégalité, trop de redistribution, trop de. Ah! On a trouvé le bon mixte. Regardez la Révolution française, jusqu'à la Révolution russe. Des siècles de massacres, des siècles de dictature, des siècles d'instabilité. Et à l'époque, on était 1,5 milliard. Et ça allait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Donc oui, malheureusement, le populisme, les dictatures, les mécontentements, la peur devant la nouveauté, tout cela est intégré dans le modèle du futur que je vous propose, avec l'analyse de cette grande mutation. Mais, comme vous l'avez également dans mon autre playlist sur l'abondance, eh bien, nous allons vers un monde extraordinaire, avec des opportunités incroyables, mais avec aussi, comme je viens de vous le dire, des risques très importants. Alors, quelles sont les stratégies à faire dans ce nouveau monde? Quelles sont les stratégies qui permettent de réussir? Ça aussi, on va les analyser en détail. Rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser sans de conseils concrets. La première stratégie, c'est être un barbare. Avant, les barbares, ils avaient mauvaise réputation. C'était des gens à cheval, hirsutes, méchants, qui pillaient tout, qui détruisaient tout, qui brûlaient tout sur leur passage. Comme disait Attila, barbare célèbre, quand il envahissait la France, hein, là où passent les sabots de mon cheval, l'herbe ne repousse pas. Aujourd'hui, il y a des barbares partout, mais ils ne sont plus aux marges des empires. Ils sont aux marges de domaines où il y a des rentes de situation. Ils attaquent non plus les citadelles pleines d'or, ou les grandes villes pleines de richesses comme Rome à l'époque, pillées par les Vandales et les Wisigoths, mais ils attaquent les rentes de situation. Uber, c'est le barbare des taxis. Airbnb, c'est un barbare de l'hôtellerie. Amazon, c'est le plus grand barbare possible du commerce. Tesla, c'est un barbare de l'automobile. SpaceX, c'est un barbare du spatial. Netflix, c'est le grand barbare du cinéma. Et évidemment, Netflix n'a pas été créé par une compagnie de cinéma ni de télévision d'ailleurs, comme Uber n'a pas été créé par une chaîne de taxi, comme Airbnb n'a pas été créé par le groupe Accor. Parce que quand vous êtes un barbare, vous agissez avec des schémas mentaux, des mindsets, comme on dit, complètement différents des gens qui sont dans le cœur du système, qui sont bien implantés. C'est très difficile d'être son propre barbare. Il y a un homme extraordinaire qui est arrivé. C'est Steve Jobs. Il a pris une décision de management une des plus folles de tous les temps. Il était, à l'époque, quand il était revenu triomphalement chez Apple, il avait fait de Apple une boîte rentable en étant numéro 1 mondial des baladeurs numériques iPod. Et en 2007, quand il lance l'iPhone, il prend la décision de mettre gratuitement, entre guillemets, pour les acheteurs d'iPhone, un iPod dans l'iPhone. Donc il tue la poule aux œufs d'or, il tue un marché où il était numéro 1 mondial, où il avait 70% du marché et qui était encore en croissance. Si son conseil d'administration n'avait pas viré une quinzaine d'années auparavant, il s'en était mordu les doigts, et ben il l'aurait viré tout de suite. Mais là ils se sont dit on va peut-être attendre un peu. Et c'est cette décision-là qui a permis à Apple de devenir la plus grande capitalisation boursière du monde grâce à l'iPhone, le premier produit qui est un produit de convergence qui intègre 15 objets différents. Ça intègre l'équivalent d'un appareil photo, d'une caméra, d'une boussole, d'un dictaphone, d'un GPS, d'une montre, d'une calculatrice, d'un agenda organisateur, etc. Voilà, et d'un baladeur numérique. Donc ça, c'est vraiment une grande décision. Alors que l'erreur Kodak, rappelez-vous que c'est Kodak qui avait le brevet du numérique. C'est eux qui l'avaient. Mais ils l'ont jamais lancé. Pourquoi? Parce qu'ils gagnaient de l'argent avec la vente et le développement des pellicules photo. Ils n'allaient pas tuer tout leur écosystème de développeurs de pellicules photo et surtout, ils n'allaient pas renoncer à la rente de situation énorme qui était la vente des pellicules photo Kodak. Et ben voilà comment on fait une des plus belles faillites de tous les temps.
Donc voilà, nous sommes dans un monde de barbares et donc c'est très difficile pour les grandes entreprises de savoir s'adapter, d'être son propre barbare. Et donc c'est là où il faut faire preuve justement d'une agilité d'esprit comme le font les barbares pour être capable de s'adapter, d'avoir aussi de nombreuses cordes à son arc, d'être capable de réinventer donc un domaine. Mais il y a d'autres cas également très importants. D'autres principes, comme par exemple le fait de faire l'inverse de ce que tout le monde fait dans l'industrie. Et là, c'est encore Elon Musk. C'est pourquoi je dis que Elon Musk est le barbare en chef. Parce que il commence par vendre des voitures électriques très très chères à 200 000 euros, le Roadster Tesla. C'est un marché de niche, mais il apprend à faire de voitures électriques en utilisant un facteur que personne n'utilise. Sur une Smart électrique, ça sert à rien. La capacité d'accélération. Brum. Il vend ça à Leonardo DiCaprio et tout le monde qui peuvent dire à leurs copains, tiens, je laisse ta Ferrari sur place et en plus je pollue pas, c'est électrique. Après, il fait la voiture, le modèle S à 100 000 $, et puis après, il fait le modèle 3 à 40 000, et ainsi de suite, il baisse, etc. Alors, toutes les autres font des smart électriques non rentables et essayer de monter en gamme. Et puis, dans le spatial, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transposé un domaine dans un autre. Il a mis en place dans le spatial un fonctionnement de start-up. Personne pensait que c'était possible. La NASA, Ariane Espace, c'était des gros trucs avec des dizaines de milliers de salariés en silo qui travaillaient, les uns sur la propulsion, les uns sur les charges utiles. Il a fait mettre tout le monde ensemble. Voilà. Donc, faire l'inverse de ce que tout le monde fait dans une industrie. Transposer les principes d'un domaine dans un autre. Être agile. Avoir de nombreuses cordes à son arc. Être capable justement d'inventer de nouvelles règles, comme les barbares. Eh bien, c'est ça les clés du succès dans un monde complexe. Et c'est pour cela que je disais que Elon Musk est le barbare en chef, parce qu'il a appliqué dans ses différentes stratégies, à travers PayPal, Tesla, SpaceX, etc., il a appliqué ces principes-là. Donc, nous sommes, pour résumer, à l'aube d'un nouveau monde, ce monde digital, ce monde des réseaux sociaux, ce monde de l'intelligence artificielle. Nous sommes dans un monde aux potentialités inouïes qui va nous amener vers une abondance que je décris sur cette chaîne Le Monde est Stone, mais nous sommes aussi face à un monde où il y a des risques, où il y a une gigantesque mutation, où il y aura des crises, où il y aura encore plus des guerres, où il y aura les gilets jaunes, mais à la puissance 10, parce qu'il y a des gens qui résisteront, qui auront peur de ce nouveau futur, qui auront peur de ce nouveau monde, et il y aura bien sûr, je ne suis pas un bisounours, il y aura des victimes, il y aura des millions de gens qui perdront leur emploi, il y aura des millions de gens qui trouveront d'autres emplois, et qui pourront s'enrichir avec l'aide de leur intelligence artificielle personnalisée, et qui auront une productivité extraordinaire. Il y aura ceux qui sauront se servir de l'intelligence artificielle et ceux qui ne sauront pas s'en servir, comme aujourd'hui il y a ceux qui savent se servir d'Internet et ceux même parmi les gens pas forcément les plus âgés qui ne savent pas s'en servir, voyez-vous. Mais en tout cas, nous sommes là face à un monde fascinant, un monde où tout semble possible, et dans la playlist La Grande Mutation de cette chaîne Le Monde est Stone, nous allons regarder ensemble les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les changements sociétaux et tout ce qui constitue ce nouveau monde extraordinaire, à la fois inquiétant, mais aussi fascinant et plein d'opportunités à travers lequel j'espère vous aider à naviguer.